Ce que les jeunes ont besoin, c'est des histoires intimistes. Tu sais, qu'est-ce qui nous allume dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait? Tu sais? Nos parcours de vie, tout ça, c'est bien plus intéressant que de, tu sais, les grandes réalisations. Les publications, puis ça, c'est qu'est-ce qui nous a amenés là, tu sais. Puis, tu le sais, dans la vie, il y a des rencontres, puis il y a des, tu sais... Non, j'écoutais ton entretien avec Joanne. Là. Joanne, je l'appelle Joanne comme je la connaissais, mais c'était formidable parce que c'était intimiste. On a appris à connaître la personne derrière le personnage public. Tu sais. Ah non, t'étais vraiment bon. Bien, je te remercie. Fait qu'on va essayer de faire la même chose. On a fait un peu la même chose aussi avec Élise Berger-Pelletier, qui est une jeune qui gère toute la médecine d'urgence au Québec vendredi. Je sais que tu ne pouvais pas y être, mais c'était aussi une entrevue intéressante. Puis Joanne a fait la même chose avec Henry Mintzberg. C'était vraiment intéressant. Ah, ça devait être bon. Je suis convaincu que ça devait être très bon. Là. Mais Henry, il ne parle pas nécessairement de lui facilement. Donc, c'est une personne très humble par rapport à ça. Puis, il aussi, il veut passer des messages comme intellectuels. Il travaille très, très fort puis il a des très bonnes idées. Donc, mais c'était vraiment intéressant. Ben, merci pour ces bons commentaires. Fait que, écoute, on va commencer tout de suite. Non, c'est une joke. Moi, je vais en profiter. J'ai vu, il a regardé. Hey, je vais juste aller J'ai comme une minute. Je vais juste aller me faire un petit café rapide. Puis, je reviens. Fait que je comprends qu'on fait des tests un peu. Ça fonctionne super bien, là. Fait que... La communication est magnifique. Tu sais, parce que c'est ça que j'expliquais à Karine. Tu sais, là, je suis dans la maison à Tilou, là, juste à la vieille maison, juste à côté de chez nous, à Montmagny. Puis, ben, lui, il est comme moi, on a Internet à haute vitesse, mais là, moi, de mon bord, j'ai des jeunes qui, qui compétitionnent avec ma bande passante. Là, je suis seul dans sa maison, il m'a prêté sa maison, fait que ça va être plus confortable. OK. Hey, là, tu viens d'avoir, je pense que c'est Vincent qui vient, on voit juste son haut de tête. Salut Vincent! Salut Vincent! Salut, ça va? Ça va. Fait que là, tu as des grands sportifs à l'écran, genre, pas moi, là, mais Vincent, puis tu vas voir. Heureusement qu'on avait Vincent dans notre team, d'ailleurs, en fin de semaine de Living Lab. Il a haussé nos... J'ai ouvert tes statistiques. Oui, mais moi, je n'ai pas mis mon 100 km encore. Là, ah, OK. Ah, c'est pour ça, Richard. Vincent, tu t'es donné pas pire en fin de semaine? Oui, mais j'ai fait mes visites en vélo. Là, je me suis rendu jusqu'à chez mes parents pour la fête des pères. C'était des petits kilomètres gratuits. Bien ça. Je reviens tout de suite. C'est bon. Vincent, connaissais-tu Dr Després? Non, enchanté. Moi, c'est Vincent Gauvin. Là. Je suis R4 en médecine d'urgence spécialisée à l'Université Laval. Puis j'ai fait le Living Lab là, avec Richard et Karine. Ça fait vraiment plaisir. Enchanté. Pour Vincent aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je suis tombé en vacances tantôt. T'es un gars de quel coin, toi? Je viens de Saint-Georges-de-Beauce, mais là, ça fait Ah, t'es un Beauceron, OK! Oui, je suis chez mes parents encore en ce moment. Là. Je vais remonter à Québec en vélo tantôt, là, après la dernière rencontre vers 14 h. Fait que ouais, c'est ça, mais ben, en fait, mon père il vient de Rimouski, ma mère est belge, mais moi, je suis né à Saint-Georges là, parce que papa il travaille chez Garaga, là, les portes de garage. Donc, c'est pour ça qu'on est à Saint-Georges. Mais t'es né là? Oui, je suis né là, puis j'ai grandi un vrai Beauceron. Un vrai Beauceron. Oui, un vrai. Mes parents ne le sont pas, mais moi, j'en suis un vrai. C'est ça. Ben là, ils doivent commencer à l'être. Après combien de temps il faut vivre à un endroit pour prendre son identité, tu penses? Oui, je pense qu'ils sont pleinement. Moi, dans Charlevoix, c'est long, par exemple. Ah ouais. Es-tu considéré? Surtout quand tu t'appelles la tulipe, c'est encore plus long. Mais maintenant, tu sais qu'il faut dire juste 4 numéros de téléphone. Là, ça fait que... Oui, c'est ça. J'ai fait des apprentissages.
Richard, veux-tu savoir comment que ta gang a fait de kilomètres en fin de semaine? Mm-hmm. On a fait au total 353,5 km. Bon, Vincent Merci, en Richard. fait 2 Merci. tiers. Oui, ben moi, j'ai rien logué en fait. Hein. J'ai fait, je travaillais à l'urgence, Jean-Pierre, mais j'ai fait un petit peu de, mettons que j'ai fait à peu près 30 km de vélo puis 5 km de course. Prends 2 minutes pour rentrer ça. Vous avez jusqu'à 17 heures ce soir pour rentrer vos... parce que là, on est tout proche du 2 millions. Là. Ils sont à 1 million 900 quelques mille. Là. C'est tout proche. Avec l'aide de Karine, je vais faire ça. Okay. Bon, c'est ça, c'est pas compliqué. Puis c'est intéressant. Salut Jean-Paul. On a Joanne qui s'est joint, Raphaël. Je ne sais pas si, en fait, Vincent pourrait changer son nom sur son iPad. C'est cool. Parfait. Oui, je vais essayer de trouver ça. C'est Ouais, l'iPad ça de ma mère. ouais. Ah, ça marche. Ah, merci. C'est l'iPad de ma mère. Là. Ça fait que... J'ai écrit iPad, c'était pas trop Elle va s'appeler Vincent maintenant. OK. Salut, Joanne. Allô, Joanne? Ah, je pense qu'elle n'entend pas ou... Ah, oui, c'est ça. Allô, Joanne? Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Excellent. Salut, Jean. Salut, Richard. Bonjour tout le monde. Anne-Sophie, si vous pouvez allumer vos caméras, c'est super. Comme ça, tout le monde se voit. Ça rend l'expérience un peu plus intime. Salut, Mylène. Mylène de la Beauce. Et Vincent, on a appris qu'il vient de la Beauce, qui était là à Saint-Georges, à la même place que toi. Raphaël, comment vas-tu? Allô, ça va bien? Ça va bien. Anne-Sophie? Allô? Hey, Catherine! Salut. Hey, salut! T'as changé ta coiffure? Ouais. C'est cool. Salut, Hubert! Allô? En forme? Yes. OK. Est-ce que Isabelle, elle est à l'urgence aujourd'hui ou à... Oui, Isabelle est de garde à l'urgence aujourd'hui. OK. Fait que généralement, ceux qui sont de garde à l'urgence, ils essaient de se libérer quand même pour l'entretien, mais ils ne peuvent pas, en plein milieu de quelque chose, évidemment, là, de couper les soins. On va attendre quelques minutes. Jean-Pierre, tu n'es pas trop nerveux? Avec toi, Richard, voyons. Conversation de famille qu'on va avoir. Ah, t'as quand même du monde qui ont passé par là. Joanne, Joanne, t'étais pas nerveuse? Non, pas trop. On avait fait, tu m'avais bien briefé avant. OK. Ben, lui, il n'y a eu aucun briefing. Ah, mais vous vous connaissez de longue date, là. Ouais. Vous êtes... Ben moi, si je peux me permettre, Dr. Liu, j'ai dit à Richard, justement, je l'ai félicité pour son talent d'intervieweur. Parce que, bon, on le sait bien, vous êtes un personnage public, mais le côté intimiste de la conversation, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. C'était extrêmement inspirant. Merci. Ben, merci, Richard, surtout. Ben merci. Puis Joanne a eu l'opportunité d'interviewer une personne qu'elle apprécie beaucoup, Henry Mintzberg. Donc, puis on sentait, même si Henry est beaucoup dans l'intellect, on a quand même eu des côtés intimes. Fait que c'était vraiment un excellent travail, Joanne aussi. Et puis Valérie Linteau de l'AMC. Salut Valérie. Sur le bord de la piscine? Oui. Ouais, super. Je reconnais le pouf. Très confortable. C'est bon.
C'est un pouf qu'on avait dans notre bureau à Lévis, le bleu ciel, qu'on a donné à Valérie. Elle l'aimait beaucoup, donc, puis il va très bien chez vous. Donc, Mélanie Anne qui s'est jointe, étudiante au doctorat de Mylène à l'Université de Sherbrooke. Salut Mélanie Anne. Et puis, on a Mme Sophie Langlois. Bonjour, Bonjour Mme Langlois, comment allez-vous? ça va bien, ça va bien. Mme Langlois, je vais juste parler à Jean-Pierre que vous étiez là, mais pas aux autres. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis journaliste au Téléjournal de Radio-Canada. Je suis en train de faire des reportages que j'ai tournés en Afrique en février, mais je retourne à une production plus proche de l'actualité québécoise dans quelques jours et je m'intéresse au projet qui se prépare dans la région de Charlevoix pour préparer le personnel de la santé à réagir à une deuxième vague. Excellent. Ben, merci beaucoup. Puis, Dr. Liu nous avait un peu parlé de vous puis de votre intérêt. Ben, on est bien honoré de votre intérêt. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit. En fait, on a vraiment l'honneur de recevoir Dr. Jean-Pierre Després. Puis je vais présenter Jean-Pierre en bonne et due forme tantôt. Mais pour ceux qui sont moins habitués, l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans un stage de leadership et d'innovation en milieu rural en temps de pandémie qu'on a organisé pour des résidents de différentes spécialités en médecine. On en a et une stagiaire en ergothérapie. Donc, on a 2 résidents en médecine d'urgence spécialisés, Hubert et Vincent, si vous voulez juste saluer les gens. Puis, on a 2 résidents en médecine familiale. On a Raphaël et puis Isabelle qui est à l'urgence aujourd'hui. Donc, elle va essayer de se libérer, mais je ne suis pas sûr qu'elle peut couper les soins des patients. On a aussi une ergothérapeute, Caroline, qui je pense qui est en clinique aujourd'hui, qui ne pourra pas se joindre. Alors, dans le cadre de ce stage, il y a comme 5 piliers de ce stage-là, donc une formation théorique en leadership, une en ce qu'on appelle art, créativité et innovation, donc comment implanter cet aspect-là, une autre volet qui est sur la gestion d'une pandémie, une sur la santé et bien-être des médecins, puis une évidemment sur la médecine rurale. Donc, on espère que ce stage-là en tant que tel va continuer en dehors de la pandémie. Dans ce cas-là, on enlèvera. Mais il a été pensé, en fait, pour essayer de préparer des jeunes futurs médecins et professionnels de la santé dans les régions rurales qui pourraient être vulnérables à tout ça, mais aussi, on voulait introduire le concept de formation en leadership. Fait que cette formation-là, elle s'inscrit aussi avec le soutien du International Masters of Health Leadership de l'Université McGill, une formation dans laquelle qui a gradué Dr. Joanne Liu, entre autres. Et puis, je suis aussi étudiant et plusieurs personnes qui participent au projet sont étudiants de cette formation-là, qui a été développée par le professeur Henry Mintzberg. Fait que sans plus tarder, ça nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le professeur Jean-Pierre Després. Fait que Jean-Pierre Després est un des top 100 chercheurs au monde. C'est un grand spécialiste dans l'activité physique et les habitudes de vie en ce qui concerne les maladies métaboliques et la prévention des maladies chroniques. Et c'est bien plus que ça. C'est une personne qui a un sens de la motivation et de la mobilisation vraiment incomparable. Puis j'ai pu m'en rendre compte dans un contexte très personnel, Jean-Pierre. Fait que nous, on ne se connaissait pas, Jean-Pierre Després, il y a plus qu'un an. J'avais entendu parler de lui, évidemment, à l'Université Laval. Il est professeur à l'Université Laval. J'avais entendu parler de lui, mais je ne l'avais jamais rencontré. Puis à un moment donné, il prend les fonctions et les directeurs du nouveau centre de recherche Vitam. Il prend la direction, puis il m'appelle pour quelque chose, puis il me dit est-ce que ça te tente de participer au défi Pierre Lavoie comme un de nos cyclistes, donc le 1000 km? Fait que lui, il m'appelle, je suis en Californie en vacances avec un petit vélo pliable. Alors, dans sa tête, il ne sait pas ça. Il pense que je suis un grand cycliste en tournée. Fait que là, je ne savais pas trop dans quoi m'embarquer. Je dis oui. Évidemment, je n'avais aucune idée de ça et je n'avais pas les capacités de faire ça. Alors, il m'a préparé vraiment. Fait que je l'ai vu comme coach pendant des mois de préparation. Je l'ai vu aussi en termes de leadership dans le Grand Prix, qui était l'année passée un des plus difficiles. Il n'y a plus beaucoup
et les personnes ont vraiment souffert de ce froid-là. Des fois, il a pédalé pendant 24 heures pour remplacer des personnes qui étaient plus mal en point ou qui avaient peur de la situation. J'ai vu un grand leader sur le terrain. Avec Jean-Pierre, c'est une personne qui mobilise beaucoup de personnes, qui a vraiment un grand cœur, puis on apprécie beaucoup que tu sois là aujourd'hui, Jean-Pierre. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Richard. C'est un grand, grand plaisir d'être avec toi ce matin. Bon. Écoute, Jean-Pierre, toi, tu as écrit quand même 700 publications scientifiques. OK? Mais tu es quand même la personne qui croit qu'il faut faire les choses différemment, puis que les publications en tant que telles ont un impact limité pour changer la vie des personnes. Puis on dit que ça prend 17 ans pour que 14 % de toutes les recherches aient un impact sur les citoyens, les décideurs. Je ne sais pas toute la véracité de toutes ces études-là, mais à quelque part, on se rend compte que ça prend du temps avant d'avoir un impact. 700 publications, as-tu changé le monde avec ça? J'aurais bien aimé, mais vraiment, ce ne sont que des petits grains de sable sur la montagne du savoir. Mais tu sais, Richard, dans un premier temps, quand j'ai été formé, parce que j'avais le choix, en fait, quand j'étais avant même au cégep, là, soit de m'en aller en médecine ou à l'époque, ça n'existait pas, la kinésiologie, on appelait ça les sciences de l'activité physique. Puis c'est une rencontre. Hein, comme je faisais de la course à pied, j'ai rencontré un professeur qui qui est toujours à l'université, là, Angelo Tremblay, qui faisait des marathons. Puis on était du même calibre, fait qu'on courait ensemble. Moi, j'étais le jeune blanc-bec de cégep. Puis il me raconte ce qu'il fait, puis il étudie avec son collègue Claude Bouchard la santé puis la condition physique des familles québécoises. Il m'explique tout ça. Puis il dit, il est prof chez nous, là, puis ça m'a fasciné. Alors, j'ai dit, j'avais été accepté en médecine. J'ai dit, je vais aller voir ce qu'ils font. Puis de toute façon, si je veux rentrer en médecine, j'aurai toujours l'opportunité de changer d'idée en cours de route. Et là, j'ai rencontré, je me rappelle, au bac premier cours, Claude Bouchard qui revenait de faire son doctorat au Texas, qui nous dit, ben là, j'ai subvention pour étudier, encore une fois, la santé, la condition physique des familles québécoises, et des étudiants qui sont intéressés à ce que je les forme comme centre de recherche. Alors, j'étais un jeune blanc-bec, là, tu as 18 ans, tu es rien. Et j'ai eu une piqûre incroyable dans la fesse droite. Là, j'ai dit très tôt, là, tu n'es pas dans le laboratoire arrêté, là. Tu es en interaction avec des familles, des papas. On est dans les années 70, puis déjà, les gens se posaient des questions sur la relation entre les habitudes de vie, différentes dimensions de santé. Le jeune blanc, je ne savais rien. Mais là, j'ai réalisé, au-delà de ce que j'apprenais, c'est dans l'école, il fallait que je lise. Cette double fonction-là, d'étudiant au bac, puis d'assistant de recherche, fait que, bien évidemment, tu as une soif, puis tu te rends compte des besoins de la population. Fait que ça m'a toujours préoccupé. Mais dans un premier temps, évidemment, il fallait faire une crédité scientifique. Puis lui, il disait, Claude Bouchard, nous, les Québécois, on pas né petit pain. Il y a toute une culture scientifique à développer dans ce domaine. Alors, j'ai eu la chance de quelqu'un qui m'a fait présenter à l'international, rencontrer des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Je me suis dit, c'est ça l'expérience. Puis tu rencontres aussi des gens, ça m'a fasciné. Un de mes mentors nationaux qui m'a le plus influencé, je veux le nommer, il s'appelle Per Bionta. Il était chef de médecine interne à l'Université de Borg. Et puis lui, quand je le rencontrais, j'étais très intimidé, mais il me posait des questions. Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? Puis je me disais, voyons, c'est la grande sommité, le leader mondial, tout le monde suit, c'est de suivre sa trace. Il écoutait, il allait chercher ses sources d'inspiration partout. Puis je me suis dit, ça, c'est peut-être la qualité la plus importante, finalement, si tu veux nourrir, t'inspirer, chercher des idées, développer cette capacité d'écoute-là. Alors, c'est une longue réponse à ta question, mais tout ça pour dire qu'au début, il fallait se bâtir une crédibilité scientifique. Puis j'ai appris de ce grand mentor-là à écouter, beaucoup écouter, pour nourrir, encore une fois, mon travail.
Ben, c'est intéressant, Jean-Pierre, parce que dans le cadre du Living Lab, de leur formation, un des livres qu'il y avait à lire, c'est le livre Humble Inquiry. Et puis, c'est justement un livre sur l'écoute d'autres personnes. Puis, on pense que c'est une des plus grandes qualités d'un leader. Puis, toi, tu es une personne quand même qui écoute. Mais on pourrait être vraiment, tu sais, penser qu'à 700 publications, des top 100 chercheurs au monde, on pourrait penser qu'on a vraiment raison. Puis c'est un environnement extrêmement compétitif, parfois même hostile, la recherche, comme tu sais. Comment tu as fait pour garder toute cette humilité-là, puis garder son sens de mobilisation-là? Est-ce que ça vient de ton enfance? Je connais un peu ta famille, là. Vous êtes tous du monde un peu, quand même du monde, Carole Després, architecte, ton autre sœur qui a été une des chefs physio au Cirque du Soleil, physio d'Arcade Fire. Vous êtes une famille quand même hautement performante, mais vous m'apparaissez quand même du monde vraiment humble. C'est quoi? C'est-tu dans ton éducation? Comment tu l'as appris, ça? Ben, Richard, je te dirais, puis je pense à elle au moment où je te parle. Moi, mon héros à moi, mon héroïne à moi, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a eu 13 enfants. Elle était co-chef d'entreprise avec mon grand-père. Ils ont fondé une entreprise à Montmagny qui a très, très bien marché dans les années 50-60 qui s'appelait Biscuits Montmagny. Il y avait 250 employés. Ma grand-mère, c'est clair qu'à l'époque, elle était diabétique. Elle était très handicapée physiquement. 13 enfants. Puis, elle se levait très tôt le matin pour aller partir de la chaudière, ce qu'on appelle le boiler, là, dans l'usine à 5 heures le matin. Puis, elle n'était jamais sur le forefront. C'était pas ça. C'était la personne généreuse. C'est une entreprise qui allait très, très bien. Une entreprise qui faisait des sous, mais tu allais dans la maison de ma grand-mère, c'était très, très modeste. Ce qu'il y avait chez ma grand-mère, c'est qu'il y avait de la bouffe tout le temps. Alors, les fourneaux étaient tout le temps... Elle cuisinait continuellement, puis avec 13 enfants, puis ça rentrait là, ça sortait, ça prenait de la bouffe. C'était une maison joyeuse, généreuse. Avant que le mot philanthropie soit à la mode, elle utilisait beaucoup de l'argent, finalement, généré par l'entreprise pour permettre à des gens défavorisés d'avoir une éducation universitaire chez nous, à Montmagny. Alors, c'est toujours quelqu'un qui a travaillé, qui a œuvré dans l'ombre. Et quand j'avais, ça c'est un souvenir, encore une fois, je vous le dis, c'est mon ange gardien, c'est ma source d'inspiration. J'avais 14 ans, puis on m'avait demandé, elle était très malade, on m'avait demandé d'aller la garder une après-midi. Puis, je me rappelle, c'était les examens de fin d'année. Alors, j'étudiais. J'étais tout seul avec ma grand-mère. Puis, elle était très malade, là. Et je l'ai entendue chanter toute l'après-midi. Elle avait une belle voix grave. Elle était avec son petit-fils. Puis, en fin d'après-midi, elle est décédée. Ça fait que je peux dire à toute la famille, la chef de la famille est partie en chantant. Elle est partie heureuse. Et ça, c'est ma source d'inspiration. C'est pour elle que très modestement, je veux faire ma part. Ma toute petite part. Je l'espère parce qu'il y a un fossé énorme entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, puis on pourra en parler peut-être dans nos prochains échanges, là, entre ce qu'on fait sur le terrain pour avoir une population qui est en meilleure santé, qui est plus heureuse, puis un environnement plus inclusif. Jean-Pierre, c'est intéressant que tu parles de ta grand-mère parce que lorsqu'on a fait la première question qu'on a faite au tout premier jour du stage, il y a maintenant 3 semaines, les résidents devaient identifier leurs leaders, 3 leaders qui les ont influencés. Il y en a plusieurs qui ont nommé un de leurs parents. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait se laisser emporter dans l'illusion du prestige, de la performance, des grandes carrières qui prennent beaucoup de notre temps. Mais à quelque part, des fois, on ne réalise pas l'impact qu'on a sur nos propres enfants. Puis l'importance de tout ça pour leur vie à eux. Et je pense que toi, de tes parents ont eu un impact sur toi, ta grand-mère, dans ce cas-ci. Merci de partager cette histoire-là. J'ajouterais, Richard, que j'en ai d'autres héros, mais c'est justement
sont des héros obscurs. Parce qu'à un moment donné, la célébrité, à un moment donné, ça transforme, hein, puis c'est normal. Alors moi, mes héros, c'est des héros obscurs. C'est des gens... moi, je me considère que je suis un petit gars tricoté en laine de Montmagny, puis c'est ici que je vais mourir, que je serai enterré, puis je suis avant tout ça. Puis j'espère que tu te rappelleras de moi quand tu viendras à mon enterrement, tu diras, JP, c'est une bonne personne, avant toute chose. Bien, Jean-Pierre, merci encore de partager ça. Toi, là, si on revient à un sujet, toi, le sujet de l'activité physique, c'est quelque chose sur lequel tu as dévoué ta vie. On a fait des présentations avec l'AMC, justement, l'Association médicale canadienne, sur la gestion du stress. On a rejoint maintenant plus de 2000 médecins. Puis on se rend compte jusqu'à quel point le niveau de littératie par rapport aux connaissances psychologiques de comment gérer son propre stress n'est pas très élevé. Puis les gens nous disent, on ne nous enseigne pas ça en médecine, on apprend sur le terrain, on vit vraiment de façon vraiment stressante ce métier-là et tout. Puis tout jeune, en sortant du cégep, on va dire. Et puis, et là, quelque part, quand on demande aux gens quelle est votre technique numéro 1 de gestion du stress, les gens mentionnent l'activité physique. On leur demande, avez-vous lu des articles autrement que celles qui démontrent le bénéfice pour la santé physique, donc la santé mentale reliée à l'exercice, puis les gens nous disent pas vraiment, on est convaincu que ça marche. Toi, pourquoi tu es convaincu que l'exercice a des bénéfices? Si on l'entend de la bouche d'un des plus grands spécialistes au monde, comment est-ce que tu peux nous convaincre de faire plus d'exercice? Parce qu'à tous les jours à l'urgence, je vois encore des personnes qui ont vraiment des gros problèmes de maladies chroniques, mais qui font aucune activité physique. Oui, bien, il y a deux dimensions, là. Il y a l'aspect science, mais je vais commencer peut-être par une histoire personnelle. Moi, étudiant de cégep, encore une fois, je voulais entrer en médecine, puis on le sait, là, il y a des overachievers qui veulent rentrer en médecine, avec lesquels tu compétitionnes, entre guillemets, hein, pour avoir... donc, tu es nerveux, tu dors mal, puis c'est là qu'au cégep, je me suis mis à faire de la course à pied. Je faisais de l'athlétisme, puis là, je parle de la course à pied, courir, la longue distance, tout ça. Et là, mon corps s'est transformé. Évidemment, quand tu fais de la longue distance, ben le corps s'affûte, hein, la concentration en mitochondrie des muscles, le lit vasculaire, il y a un paquet d'adaptations. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je dors mieux. Tu manges avec appétit, non pas juste manger pour manger. Tu dors bien avant les examens, et finalement, puis la performance s'améliore. Puis ça m'a toujours suivi durant ma formation universitaire. Puis, comme tu le sais, ben, en recherche, il y a beaucoup de pression. Il faut produire, il faut travailler fort. Fait que c'est... Mon environnement m'a vu travailler 7 jours par semaine. Oui, on s'accorde des moments, évidemment. On essaie de faire la conciliation travail-famille, mais finalement, on travaille beaucoup. Puis, tu vois, maintenant, j'ai 62 ans, puis c'est le fait d'être en forme, d'être encore capable de manger comme un jeune de 25 ans, puis d'avoir des nuits de sommeil comme un jeune de 25 ans, qui font que je suis encore capable, à 62 ans, de travailler encore beaucoup, parce qu'il faut que je travaille beaucoup. Alors ça, c'est la partie personnelle. Moi, c'est clair que c'est ce qui me permet de vivre pleinement ma vie, d'être en forme. Et j'ai une très mauvaise génétique dans ma famille, alors je sais que ça va me rattraper un jour, mais je suis certain que je me suis sauvé 15-20 ans de maladies prématurées. Puis je pense que ça, c'est ce qu'on souhaite à la population. On se le dit parce qu'on a un système de gestion de la maladie, puis je le dis très, très poliment, là. Vous autres, les médecins, puis je le sais parce que je suis entouré de médecins de famille, de médecins spécialistes. On vous montre sur les bancs d'école, faites attention, là, il va falloir que vous suiviez la tension artérielle de vos patients, leur cholestérol, il faut voir s'ils ne font pas de diabète. Mais saviez-vous que le facteur de risque numéro 1, littérature épaisse à l'appui, là, qui va prédire les trajectoires de vie en santé aux malades de vos patients, c'est la condition cardio-respiratoire, ce qu'on appelle en anglais cardio-respiratory fitness, science à l'appui. Comment se fait-il? J'ai encore dit aux médias en fin de semaine, autour de l'activité du Grand Défi, comment se fait-il qu'en 2020, la variable la plus importante à mesurer, qui détermine la
mesurer. Donc, c'est pas rocket science, là. On n'est pas dans des choses, puis là, j'appelle ça, moi, un precision lifestyle medicine. On ne le fait toujours pas. Et ça, ben, j'espère voir ça de mon vivant, Richard. Et je suis bien tannant. J'ai des interactions avec nos gens que vous connaissez, nos interlocuteurs parmi les élus pour dire c'est inacceptable qu'au Québec, on spécule encore, par exemple, sur la condition physique, la condition cardio-respiratoire de nos enfants. Moi, je trouve ça, c'est pas éthique de ne pas savoir ça. On spécule, imagine, Richard, sur la condition cardio-respiratoire de nos enfants en 2020. C'est intéressant. Puis tantôt, on va ouvrir la période de questions. On a une pédiatre, Joanne Hugh, ici. Puis je vois, des fois, j'évalue des demandes de subventions qui s'attaquent justement à cet aspect chez les enfants présentement, à un très jeune âge. Donc, l'importance, on la reconnaît de plus en plus, mais je pense que ton travail, tu ne seras jamais assez tannant. Je pense qu'il faut vraiment que tu continues là-dessus. Et on n'en parle justement pas assez, Jean-Pierre. J'aimerais quand même donner un exemple. En fin de semaine, tu nous as mobilisé, notre équipe du Living Lab, pour le défi Pierre Lavoie. Veux-tu nous raconter, parle-nous un petit peu du défi Pierre Lavoie. Ça fait 11 ans, 12 ans que tu y participes. Brièvement, mais nous parler de la fin de semaine et surtout, comment tu as fait de kilomètres en fin de semaine? C'était quoi l'objectif? Peut-être, j'écoutais le Dr. Liu lorsque tu l'as, la magnifique interview que tu as fait avec elle, qui disait qu'elle faisait sa petite course le matin parce que justement, c'était sa façon de garder la forme, encore une fois, pour faire face au stress et tout. Fait que moi, j'ai fait de la course à pied une bonne partie de ma vie, puis donc je faisais de la longue distance, je faisais des marathons, puis j'aimais ça, tu sais, tu es en congrès, tu es à l'extérieur, Richard, tu vas fouiner partout. Tu sais, tu vas courir à 20-25 km, tu vois des choses dans des villes ou dans des endroits partout dans le monde que d'autres n'ont pas l'opportunité de voir. Ça te donne beaucoup d'autonomie, là. Bon, mais la génétique étant ce qu'elle est, m'a rattrapé. Les genoux finis, le dépôt de calcium dans les talons, une hanche qui fonctionne. Tu sais, c'est bang, 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 bang. Alors, il y en a qui ont la génétique pour courir toute leur vie. Moi, je l'avais pas. Et il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, Pierre Lavoie et Germain Thibault, les deux cofondateurs du Grand Défi, à l'époque, j'étais à l'Institut de cardiologie à Québec, viennent nous voir pour valider un peu ces messages. Quand ils prenaient position, puis ça m'a permis de dire, des fois, Pierre, ce que tu dis, c'est de l'opinion. Tu n'as pas la science pour valider, pour supporter tes énoncés. Alors, on s'est ajusté dans le temps. C'est lui qui m'a introduit au vélo. Puis il dit, viens donc essayer ça, viens donc faire le 1000. Ah ouais. Je connaissais les principes d'entraînement. Je me suis dit, il faut quand même que je rende mon corps. Je suis un coureur, là, je ne suis pas un cycliste. Je vais le rendre compétent à faire du vélo. Puis je détestais ça au début. J'avais mal au derrière, bref. Mais avec les mois, encore une fois, le corps, c'est avec beaucoup de vélo, le corps s'est reconfiguré. Puis là, j'ai découvert une activité formidable. Tu as vécu ça l'année passée, mais c'est bien plus que traverser le Québec à vélo. Là. Il y a tout je dirais, ce programme où le Grand Défi via ses différentes activités, parce que maintenant, il y a tout un portfolio d'activités éducatives où des centaines d'écoles aussi, on permet d'acheter du matériel additionnel dans les écoles, faire de l'activité physique. Moi, j'ai été stupéfait de voir l'état de nos écoles au Québec. Quand tu dis que le prof d'éducation physique dans l'école primaire qu'on parraine, nous, l'école du Versant, là, il y a 300 $ de budget par année. C'est n'importe quoi, là. Je veux dire, on est, encore une fois, vous le savez, le ministère le plus important au Québec pour le futur de notre société, c'est le ministère de l'Éducation, mais encore faut-il faire des investissements conséquents à cet effet. Alors ça m'a énormément stimulé. L'école qu'on parraine à leur amener donc un beau chèque à tous les ans pour qu'ils installent des infrastructures leur permettant de faire de l'activité physique. Puis nous, l'École du Versant, on est très fiers parce qu'elle accueille des immigrants de plus d'une trentaine de pays. Alors, il y a vraiment des beaux enfants là, qui viennent, encore une fois, de partout dans le monde. Et donc, c'est ce que j'ai découvert. Puis c'est ce que tu as découvert l'année passée, parce que je vais vous raconter l'anecdote. On essaie de renouveler l'équipe tous les ans. Puis là, quand j'ai pris la direction d'un centre de recherche et soins et services de première ligne,
qui s'appelle maintenant Vitam, ben, je voulais quelqu'un de l'équipe. Là, on m'avait dit, notre doyen m'avait dit, appelle Richard. Richard fait du vélo. Alors là, j'étais tout excité parce que Richard elle me répond de la Californie. Je suis en train de faire du vélo en Californie. Là, j'ai dit aux autres coéquipiers. Il était en camp d'entraînement en Californie, alors qu'il se promenait en vélo, il se promenait des vignobles avec son vélo pliable. Et là, bon, on a vécu une expérience humaine extraordinaire. Je connaissais Richard Fleet, le médecin, le chercheur brillant, mais j'ai découvert l'homme. Et là, ben, ça a monté de plusieurs coches parce que j'ai un profond respect pour cet homme profondément humain. Ben, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que c'est spécial aussi de vivre toute une gang. On avait une fille, 4 gars, plus le chauffeur dans un VR pendant 3-4 jours. Je ne sais pas comment on a fait ça, mais c'était vraiment magnifique. Mais sur ces bons mots, je veux juste changer et remettre un peu l'attention sur toi, puis je te remercie. En fin de semaine, le défi Pierre Lavoie a lancé, comme il n'y en a pas cette année, ils ont lancé une initiative de faire 1 million de kilomètres. Et tu as participé à ça. D'abord, je veux savoir combien tu as fait de kilomètres en fin de semaine, malgré toute cette chaleur. Ben, j'en ai fait 440, puis je vous dirais que je suis un petit peu déçu. Je voulais faire 200 vendredi, mais vendredi, ça a été la journée la plus chaude de ma vie pour faire du vélo. Il faisait 36. Là, tu ne pouvais même pas profiter de la convection. Tu sais, quand tu fais du vélo, contrairement à la course à pied, il y a une bonne convection, mais là, le vent te réchauffait. J'ai pris ça dur vendredi. J'étais à la limite du coup de chaleur. Tous les voyants rouges physiologiques étaient allumés. J'ai dit, bon, ben, on va s'arrêter à 170 km vendredi. Hier puis samedi, c'était beaucoup mieux. Là. On était beaucoup mieux. Là. Puis on a réussi au total à faire presque, ça va être annoncé bientôt, mais presque 2 millions de kilomètres. Oui, alors, bien évidemment, on avait Horacio Arruda qui nous a fait la gentillesse de se pointer à Québec samedi matin. Et donc, j'ai roulé quelques kilomètres avec le docteur Arruda. Puis, l'objectif, c'était effectivement que tout le Québec se mobilise, que ce soit de la marche, de la course ou du vélo pour accumuler 1 million de kilomètres. Mais le million de kilomètres a été atteint dans le milieu de l'après-midi samedi. Et là, aux dernières nouvelles, on approche du 2 millions de kilomètres. Et comme, vous savez, il y avait une application pour que les gens entrent leur kilométrage, que ce soit à la marche, à la course ou en vélo. Moi, comme scientifique qui se préoccupe de la santé de la population, c'est pas les crinqués de vélo là, qui m'intéressent de connaître leurs statistiques. C'est de voir, là, encore une fois, ceux qui ont fait ne serait-ce que quelques kilomètres de marche ou de course ou même de vélo. Alors, j'ai très, très hâte d'être en mesure d'analyser avec l'équipe du Grand Défi, justement, dans quelle mesure il y a eu une participation populaire. Parce que ça, je l'enseigne dans mon cours d'épidémiologie de l'activité physique. Vous savez, pour avoir de l'impact au Québec, on ne veut pas que ceux qui font de l'activité physique en fassent plus. On veut sortir de la sédentarité, le 35 à 40 % de la population qui est complètement sédentaire. Saviez-vous, chers étudiants, chers résidents, que la sédentarité tue plus de gens dans le monde que le tabac maintenant? Alors, on sait bien que fumer, c'est plus dangereux que d'être sédentaire, mais comme il y a plus de sédentaires dans le monde, hein, le PAR, vous avez appris ça en épidémiologie, là, ben, la sédentarité tue plus de gens maintenant que le tabac, c'est pas rien. D'ailleurs, Jean-Pierre, le travail de bureau qu'on fait beaucoup, corrige-moi si je me trompe, mais ce n'est pas un facteur de risque de mortalité qui est difficile à même réverser juste par une demi-heure de course par jour. Dans le fond, on ne devrait pas travailler de façon sédentaire devant un ordinateur pendant 7-8 heures de temps. Alors, si on pourrait avoir un cours là-dessus. Il y a toute une belle littérature. Effectivement, le temps sédentaire, ce qu'on fait là en ce moment, là, si on fait ça pendant plusieurs heures, ben, c'est néfaste. Mais la question qu'on avait, nous, parce qu'il reste que quand même pour travailler, écrire les papiers, il faut quand même passer beaucoup de temps assis et on a maintenant des données et on a les outils pour répondre à cette fameuse question, quelle est la quantité d'exercice qu'on a besoin de faire pour contrecarrer les effets délétères de ce temps assis-là?
Puis on commence à avoir de la belle littérature là-dessus parce qu'évidemment, avec tous les outils qu'on a, une technologie qu'on n'avait pas, moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus pour mesurer de façon précise tous les appareils portables, nous permet de mesurer le temps de sédentarité, le temps en mouvement, puis évidemment l'activité physique avec les moniteurs de fréquence cardiaque, les régressions avec les consommations d'oxygène, les dépenses énergétiques. On est beaucoup mieux outillés en 2020 pour dissocier les contributions respectives. Alors oui, temps de sédentarité en soi, c'est mauvais, mais si vous faites une bonne heure d'activité physique vigoureuse à tous les jours, et là je ne dis pas 20 minutes, je ne dis pas une demi-heure, une bonne heure, vous allez contrecarrer, science à l'appui, les effets délétères de ce temps sédentaire-là, ce temps-ci-là. Fait que Jean-Pierre, merci beaucoup pour cette réponse, puis réponse à toutes les questions de la première partie de l'entrevue. J'ai oublié de dire au départ que, dans le fond, je pose des questions pour, mettons, 20-25 minutes, puis après ça, c'est les résidents qui vont chacun poser une question. Et puis après ça, bien, on ouvre, on va offrir les premières questions à Mme Langlois comme journaliste et puis après ça, on va ouvrir au reste du public. Je sais que tu peux peut-être rester un petit peu plus que jusqu'à midi si jamais ça dépasse. Il n'y a aucun problème, Richard. OK, parce qu'on a vraiment des grands sportifs ici. Il y en a qui ont étudié en kinésiologie, je pense à Hubert. Et puis, c'est des gens qui te connaissaient vraiment. Alors, les gens tenaient absolument à t'avoir en entrevue. Fait que merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ces questions. Fait que peut-être que justement, en parlant du sport, j'aimerais te présenter donc en premier peut-être Hubert, qui est un R3 en médecine d'urgence spécialisé, un petit gars de Baie-Saint-Paul, qui est stagiaire dans le laboratoire de Baie-Saint-Paul, de Living Lab. On a eu le plaisir de rencontrer un de ses leaders spéciaux pour lui, son père, qui est un entrepreneur de la région. C'était vraiment un moment très touchant. Alors, Hubert, merci encore d'avoir organisé ça jeudi avec ton papa de Baie-Saint-Paul. Hubert était un grand skieur sur l'équipe du Québec de ski alpin pendant de nombreuses années. Et puis, Hubert, tu connaissais Jean-Pierre. Fait que je te laisse la première question. Bonjour, Dr. Després. Toujours un plaisir de vous entendre. Ça date un petit peu, mon bac en kin, mais je m'en rappelle encore très bien. Écoutez, moi, je sors un petit peu d'une question par rapport à vous, puis c'est pour vous entendre sur une question, bon, pas fortement politique, mais un petit peu politique, là. Puis je pense que je connais votre point de vue, mais c'est plutôt... moi, je suis kinésiologue de formation. Ma conjointe est kinésiologue, encore, travaille dans le milieu. Puis malgré tout, malgré les années, malgré votre message qui est très, très, très fort, on a encore de la misère à avoir des kinésiologues dans le réseau de la santé puis dans le système de santé. Je pense juste au CHU de Québec où il n'y a aucun kinésiologue qui travaille, mis à part à l'UCPQ, mais qui n'est pas dans le CHU. Le réseau de Chaudière-Appalaches, il y en a un ou deux. Les CLSC, c'est très, très, très difficile. Comment on fait pour inciter notre gouvernement à penser que le 4 piastres pour une pièce qu'on connaît tous, là, le dollar investi en prévention qui sauve 4 $ plus tard, je sais que ce n'est pas fortement payant au niveau politique d'essayer de penser au futur, mais là, comme vous dites tout à l'heure, on est en train de spéculer sur l'avenir de notre population. Comment on fait pour influencer nos décideurs? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour que ça fonctionne un jour? Puis qu'on en ait des gens, des spécialistes de l'activité physique pour pouvoir travailler dans notre système de santé puis aider notre population? C'est clair que, merci pour la question, Hubert. Puis c'est clair que dans un premier temps, ton vieux professeur va continuer à radoter. Je radote, puis je n'ai pas fini, puis je vais le faire jusqu'à mon dernier souffle. Mais vous savez, sous-estimez pas votre influence. J'ai tellement eu de témoignages. Bon, ben là, mon médecin me dit que je faisais du cholestérol, il faut que je prenne ma statine. Je fais de l'hypertension, je prends une couple de médicaments pour mon hypertension. Là, je fais du diabète. Vous êtes sédentaire. Il faut absolument bouger. Mais si quelque chose est important, il faut le mesurer et le cibler. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit avoir ce roar collectif des professionnels de la santé qui se lèvent et qui disent on a un système qui est carrément tourné vers la gestion de la maladie, puis on doit, dans les soins de proximité, mesurer si ces comportements et les conséquences des comportements sont si critiques dans l'évolution de la santé de notre population, bien, ça doit être mesuré et ciblé. Alors, tant et aussi long. Et pour ça, je pense que
tous ensemble, on peut avoir un impact assez important sur nos élus parce que tout seul, que ce soit, puis on le sait, là, j'ai pas la prétention d'être... Il y en a d'autres qui portent ce message-là auprès de nos élus, mais je pense qu'on va avoir besoin d'une mobilisation collective de vous tous, toutes, pour faire basculer le système un peu, qui est carrément tourné vers simplement... Absolument, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Merci Hubert pour ta question, Jean-Pierre. Isabelle Lavallée maintenant. Isabelle est R1 en médecine familiale en stage dans le Living Lab. Puis Isabelle, tu étais quasiment une athlète olympique. Il en manque encore un peu. Il en manque un peu. Mais tu t'en allais aux Olympiques quand même comme bénévole et tu es quand même une athlète de haut niveau pour le Rouge et Or. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais et poser ta question à Jean-Pierre? En fait, moi aussi, au cégep, j'étais avec l'équipe de course là, en cross-country. À l'université, j'ai fait le switch pour l'athlétisme, puis maintenant, je suis lanceuse de marteau, perchiste à temps partiel, mais plutôt lanceuse de marteau. Fait que c'est ça, moi, ma question, en fait, elle s'oriente un peu là-dedans, parce que moi, je suis plus dans les sports de puissance, puis c'est des brefs moments de puissance, justement. Mais ça m'étonne toujours, puis je suis toujours très admirative. Comment on peut faire 1000 km de vélo puis avoir le mental pour ça? Puis est-ce que c'est dans l'objectif de tous vos projets, puis justement du message que vous voulez passer, comment vous faites pour avoir cette persévérance-là? Puis c'est quoi les forces que vous avez là, en vous? Ah, j'ai aucun mérite. C'est juste que la vie, il y a un sens derrière ce qu'on fait. S'il n'y a pas de sens, il n'y a aucune raison de le faire. Lorsqu'il y a un sens, tout peut se faire. Alors, regarde, pourquoi tu lances le marteau? Je te relance la question. Il y a quelque chose derrière ça. Hein? Tu as un défi que tu te... Bon, c'est ça, c'est la même chose. Alors que ce soit n'importe quel... écrire des livres, être artiste, il faut qu'il y ait un feu intérieur qui fait qu'on veut faire face à cette adversité, quelle qu'elle soit. Moi, encore une fois, ce message-là de parler, puis je vois des gens parler d'activité physique, puis je les regarde, puis je me dis, c'est dommage parce que le tourbillon de la vie les a rattrapés. Puis ces gens-là sont malades prématurément, puis c'est des gens pourtant qui sont on the forefront là, pour parler de l'importance d'être actif physiquement. Puis tu dis, tu vois, là, personne n'est immunisé contre ça. C'est pas parce que tu as un gros bagage universitaire, que tu as une formation académique, que tu es immunisé contre cet environnement-là où c'est tellement facile. C'est tellement facile. Regardez l'offre alimentaire, comment ça coûte rien manger des cochonneries. Alors que, oui, le beau morceau de saumon, les légumes frais, tout ça, les gens il y a des gens qui n'ont pas les moyens de bien s'alimenter. Alors, vous êtes des gens éduqués, vous avez cette chance-là de comprendre finalement que voici la pléiade de facteurs qui vont faire que je vais avancer dans la vie en santé aux malades, mais il y a des gens dans la population qui ne sont pas outillés. Puis ça, c'est ce que je souhaite aussi. J'aimerais ça qu'on soit en mesure des outiller, parce que juste dire en public comme ça, faites de l'activité physique puis mangez bien, la science nous dit que ça ne fonctionne pas. Il faut donner des outils pratico-pratiques. Madame, vous êtes dans les 5 % de la population les plus sédentaires. Je vais vous faire rencontrer une ou un kinésiologue. On va vous écouter dans un premier temps pour savoir ce que vous aimez faire. C'est-tu du jardinage que vous aimez faire? Trouvez, dans un premier temps, quand les gens m'interpellent à l'épicerie, là, ils ne le font pas maintenant à cause de l'épidémie, mais je me faisais souvent accrocher. Attends, après, je peux-tu demander quelques conseils? J'ai pas de conseils à vous donner pour le moment si je ne vous connais pas. On va faire l'épicerie ensemble, vous allez me raconter votre vie. C'est quoi votre plan de vie? C'est quoi que vous voulez faire dans la vie? Ça déstabilise, je peux vous dire. Ça déstabilise joliment. Mais là, quand on a compris qu'est-ce qui sont les éléments qui font qu'une personne est motivée à avoir telle ou telle vie, tu lui dis, ben là, on va se projeter dans le temps, puis je vais vous dire ce qui va vous arriver quand vous aurez 65, 70 ans. Vos reins seront finis, votre pompe ne marchera plus, vous serez en insuffisance cardiaque, vous allez avoir l'impression de vous noyer parce qu'il y a de l'eau sous vos poumons.
Personne m'a expliqué ça, docteur Després. Ben oui. Mais après, là, tu as 50 ans, puis c'est ton choix. Moi, je suis pas là pour juger. Mais il faut toujours bien qu'on t'explique comment ça finit, la vie. Il y a des médicaments qui vont retarder la survenue d'épisodes très, très douloureux, mais ça finit pas bien. Hein? Ça finit pas bien quand tu es obligé d'amputer un patient, quand les reins sont finis, quand la pompe ne fonctionne plus, quand le cerveau est décliné sur le plan cognitif. Combien est-ce qu'on a de gens qui souffrent de démence? Vous le savez, c'est pas à jouer au Scrabble qu'on se protège contre la démence. C'est à bouger le corps, à le faire bouger. Mais on a toute encore une fois, c'est pour ça qu'on a... Moi, je ne suis qu'une toute petite voix là-dedans, là, puis pour ça que j'aime beaucoup l'activité à laquelle on se livre aujourd'hui. Vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes encore sur la garantie, l'entretien prolongé, comme on dit dans les termes de garagiste, là. Vous avez l'avenir devant vous. Vous pouvez le changer, ce monde-là. Moi, on m'aurait dit, quand j'étais à ces bancs d'école à l'université, qu'il m'arriverait ce qui m'arriverait dans la vie, j'aurais dit, je suis juste un petit gars de Montmagny. Mais collectivement, on a cette force-là. Si on ne travaille pas en silo puis on réfléchit ensemble, parce que ça a été un autre problème de la médecine, mais de la science tout court, là, quand il y a le temps de servir la population, mon Dieu, qu'on travaille en silo. Hein? Les disciplines médicales, là. Moi, je travaille dans les maladies chroniques. Il y avait des congrès d'obésité, des congrès d'hypertension, des congrès de diabète, des congrès de cardiologie. Ce monde-là ne se parle pas. Bien, c'est parce que c'est le même patient là, qui est au cœur de la problématique. On a un problème. Jean-Pierre, c'est intéressant parce que toi, non seulement tu prêches, tu donnes la science aux gens, puis tu la produis, tu étudies les phénomènes, mais aussi tu es un grand sportif. Donc, c'est important aussi, on a parlé de leader, de mener par exemple, non seulement mener par la théorie et tout ça. Fait que ça, c'est intéressant aussi. On a un collègue cycliste aussi ici, Vincent. Vincent qui a participé beaucoup à ton événement Pierre Lavoie en fin de semaine virtuel. Fait que Vincent est un résident 4 en médecine d'urgence. Vincent, combien tu as fait de kilomètres en passant en fin de semaine? En fin de semaine, j'en ai fait à peu près 200. Là. J'étais occupé, là, mais j'ai fait du commute là, pour aller rendre visite à mes parents pour la fête des pères. Là, donc, à Saint-Georges-de-Beauce. C'est ça. Hey, Vincent, laisse-moi t'interrompre. Je vais te féliciter, mais comme moi, tu n'as pas de mérite. Effectivement, hein? Je sais. C'est souvent ça que je dis à mes patients. Tu n'as pas de mérite. C'est sûr. C'est tes patients, justement, que tu voudrais voir prendre une petite marge d'1 ou 2 kilomètres. Là. Exactement. Puis c'est de là ma question. Hein? Comment vous utilisez... C'est facile d'être un... Je pense que les sportifs en nous, c'est facile d'être des leaders là-dedans puis de donner l'exemple. Mais pour le patient, ils ne considèrent pas qu'on est des exemples pour eux parce que pour eux, on est déjà des athlètes, déjà des personnes qui l'ont facile. Donc, comment vous utilisez vos connaissances pour encourager un patient, par exemple, que je vais voir à l'urgence, qui souffre d'obésité, que je n'ai pas encore de lien thérapeutique fort parce que ce n'est pas quelqu'un que je connais au long cours. Comment, en un événement ponctuel que je le vois 10-15 minutes, je peux essayer de faire changer sa vision? Parce que c'est sûr que si à chaque fois nous, on leur donne des conseils, la réponse c'est « Oh, mais c'est facile, toi, tu es un athlète, ça paraît. Ouais. Moi, je pars de où? » Comment qu'on fait pour ajuster notre conseil dans le but de que cette personne-là ne se sente pas comme je me compare au docteur qui est déjà en bonne forme, là. Comment qu'on fait pour que cette personne-là soit interpellée dans un événement unique, que je le vois une fois, que je n'ai pas le long cours pour le reprendre? Ouais, c'est une excellente et très pertinente question, Vincent. Vous autres, vous êtes un peu les corps arrière, puis déjà, dans un premier temps, ça serait formidable si tous les médecins au Québec, sur leur tableau de bord, au-delà, encore une fois, des indicateurs classiques, tu avais sur ton tableau de bord tour de taille, niveau d'activité physique, indice de qualité nutritionnelle qui varie de 0 à 100 et conditions cardio-respiratoires. Déjà, ça, si tu avais ça dans tes algorithmes, ça serait extraordinaire. Et après, bien évidemment, la petite conversation que tu as, c'est que toi, tu poses un diagnostic, puis ça serait donc intéressant si tu étais capable de dire « Monsieur, madame, là, vous allez voir un ou une kinésiologue, une nutritionniste. » Puis ça, on parle pas là, de suivi très, très, très serré. On a fait des études d'intervention
quelques rencontres durant une année où là, et c'est là que c'est un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on enseignait il y a 30 ans, c'est que c'est pas une recette toute mâchouillée, là. C'est là le kinésiologue et la nutritionniste, c'est pas de dire, ben, suivez l'Évangile selon un tel de l'activité physique ou du manger mieux, c'est Madame, j'ai besoin de vous connaître. Qu'est-ce que vous aimez? Quel genre de vie avez-vous? Tu as besoin de connaître, puis ça, c'est pas ton... Tu as plein de gens qui t'attendent, mais encore une fois, ces professionnels de la santé-là, qui seraient associés à l'équipe, auraient le temps, eux, dans un premier temps. Puis nous, c'est ce qu'on a fait dans nos études d'intervention. On ne l'a pas fait en clinique, mais dans nos projets de recherche, c'est ce qu'on fait de façon systématique. C'est dans un premier temps, les écouter, connaître quelles sont leurs réalités. Tu as besoin de comprendre un peu, bon, cette personne-là est une mono. Tu as besoin de connaître leur vie pour après ça, j'appelle ça me faire du problem solving, c'est d'établir des stratégies. C'est un peu comme, puis là, je m'excuse parce que moi, je ne suis pas du domaine de la nutrition, mais cette espèce de vision parfaite de l'alimentation santé. Vous savez, la personne qui boit 2 litres de boissons gazeuses sucrées par jour, si la personne prend, on la prive pas de son plaisir, mais on dit ça va être on peut s'entendre pour 1 à 2 canettes par jour. Même chose pour des chips. La personne qui mange des chips ou des frites, je suis très concret, pratico-pratique, 5 fois semaine, bien, vous n'allez pas y enlever ça de sa vie. C'est peut-être son seul plaisir dans la vie. C'est une monoparentale qui a de la misère à joindre les 2 bouts. Mais vous allez dire, bien, on va réduire ça de 50 %. Puis là, il y a de la littérature très, très sérieuse qui a été publiée là-dessus. Comment améliorer ce qu'on appelle la qualité nutritionnelle globale en diminuant certains aspects de l'alimentation puis délétère, puis en augmentant certains items, on peut améliorer globalement la qualité nutritionnelle sans avoir à manger du foin là, 7 jours par semaine. Je m'excuse d'être aussi cru dans mon propos, mais ça, tu n'as pas le temps de faire ça. Moi, je pense que déjà sur ton tableau de bord de médecin, si tu avais, encore une fois, ces variables-là, on ferait un gain spectaculaire, puis après ça, ben, ces personnes-là, on les réfère à des ressources qui ne seront pas si coûteuses compte tenu du retour. On l'a fait, nous, on a un programme, ça, encore une fois, c'est Richard, je te l'avais expliqué, c'est une conséquence de nos interactions avec le grand défi entreprise. On a transformé un autobus en laboratoire mobile où on fait exactement ça. On va en usine, on fait des cols bleus, des chauffeurs de camions de ciment, tout ça. Puis c'est exactement ce qu'on fait. Alors, on a une unité mobile où on va faire un prélèvement sanguin. On fait ce qui vous intéresse, cholestérol, tension artérielle, diabète et tout. Mais on fait aussi, on mesure, on a des outils qu'on a développés avec les collègues de Harvard puis de Cambridge sur niveau d'activité physique, qualité nutritionnelle, tour de taille, composition corporelle, puis on met les travailleurs quelques minutes sur un tapis roulant, test sous maximal, juste pour être en mesure de les classer au niveau de leurs conditions cardio-respiratoires. Puis ça, j'ai appelé ça dans la littérature que j'ai publiée des Lifestyle Vital Signs, les signes vitaux du mode de vie. Ça prédit parfaitement la biologie, parfaitement. Parfaitement. Alors, vous, ce que vous avez sur votre tableau de bord, c'est la biologie, mais vous n'avez pas les comportements et leurs conséquences qui prédisent la biologie. Puis ça, on a des publications là-dessus qu'on n'avait pas, il faut le reconnaître, il y a 10 ans. Tu l'as dit, Richard, ça prend du temps avant que ces choses-là percolent dans le système de gestion de la maladie, puis on continue. Mais je m'excuse, la réponse est un peu longue, là, mais il y avait plusieurs éléments quand même à ta question. Merci. Merci. Merci, Vincent. D'ailleurs, Jean-Pierre, là-dessus, il faut garder en tête que dans le Living Lab, chaque résident doit, durant le mois, choisir une solution, une innovation et l'implanter. Ils doivent s'associer à un citoyen, un artiste, un décideur, un chercheur, et ils implantent l'innovation. Donc, ils ont choisi vraiment différentes innovations. On pourra en reparler éventuellement, mais tu me fais penser, Jean-Pierre, ton projet avec l'autobus pourrait vraiment être un super projet dans la région de Charlevoix aussi, d'arriver avec l'autobus pour la population de Charlevoix, puis un résident pourrait prendre le leadership de cette innovation avec ton soutien. Richard, c'est sûr que Laurence, là, ça serait quelque chose qui l'intéresserait grandement là, lorsqu'elle va venir dans le mois d'août. Donc, on a une autre personne qui est
commence au mois d'août, qui est vraiment intéressé par ce genre de projet-là. Donc, tu me fais penser à ça. Dernière question, oui? Si tu me permets, Richard, parce que ça, c'est extraordinaire. Ça, je vais en profiter pour saluer vraiment, parce que le Centre Vitam, on appuie, puis le CIUS Capitale Nationale, on appuie l'initiative de Richard à Baie-Saint-Paul. Monsieur le maire de Baie-Saint-Paul le sait aussi à quel point on appuie cette initiative-là extraordinaire. Parce que ça, c'est une autre chose. Vous savez, tout ce qu'on discute ce matin, là, tous les citoyens du Québec qui ont droit. Là, on ne parle pas donc de bonifier, si vous voulez, une approche où on passe de la gestion de la maladie à la promotion de la santé, faire de la médecine du mode de vie uniquement en milieu urbain. Tous les citoyens, ça, c'est une grande inégalité sociale. Le fait que tous les citoyens au Québec n'aient pas accès à cette même offre-là. Alors, ça, c'est pour ça qu'on salue, encore une fois, l'exercice formidable auquel se livre Richard, puis on espère que ça va faire des petits, ça. Bravo, Richard. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est surtout tout un travail d'équipe, mais merci de le mentionner. C'est bien gentil. Il resterait une question d'un résident parce que notre étudiante en ergothérapie n'est pas là aujourd'hui. Je pense qu'elle va des patients. Raphaël, qui est R2 en médecine familiale. Et Raphaël, donc, fait le stage d'innovation et après ça, il s'en va comme médecin d'ailleurs à Baie-Saint-Paul. Raphaël? Oui, tu es un grand sportif aussi. Oui, effectivement, plusieurs carrières de sportif, mais dans les dernières années, je me suis comme intéressé. Il y a beaucoup de lettres d'opinion qui disaient qu'on a une société qui est sédentarisante. Puis vous en avez parlé, vous en avez glissé un mot tout à l'heure. Puis je me demandais, selon vous, là, quelles sont les avenues pour essayer de changer cette société dans laquelle on est, là, qui est vraiment sédentarisante par toutes sortes de facettes, là. Selon vous, ça passe par quoi si on veut changer ça? Bon, je n'ai pas la prétention d'avoir une réponse complète à une question qui est fort complexe puis qui, évidemment, anime la réflexion de grandes tables d'experts internationaux. Mais je participe à ces exercices-là, puis il y a des morceaux qui sont quand même relativement simples. Moi, je pense que je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, juste si on était capable, encore une fois, d'avoir la médecine du mode de vie, là, déjà ça, je vais vous donner un exemple, il y a 800 000 personnes qui vivent avec le diabète de type 2 au Québec. Puis ça, j'ai toujours dit à nos ministres de gestion de la maladie qui disaient « Ah, ben ça, ça prend des solutions de santé publique. » Non, on peut faire quelque chose, encore une fois, dans les interactions, dans les services de santé de proximité. On peut vraiment, encore une fois, introduire là, la mesure puis cibler, encore une fois, des comportements et des conséquences de comportement, ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Alors ça, il y a un volet, là, je pense que facilement, dans les soins et services de santé et sociaux, qu'on oublie complètement de proximité, là, il y a moyen de bonifier l'offre de services sans que ça nous coûte des milliards de dollars avec un retour qui serait très, très important. Parce que qu'est-ce qu'on a pour ces 800 000 personnes qui vivent, qui sont à risque de développer du diabète au Québec? On a des médicaments. C'est juste ça. C'est juste ça que vous avez. Puis tu vas t'en rendre compte quand tu vas pratiquer la médecine. Tu n'es pas outillé, encore une fois, pour travailler sur les fondements même qu'une personne qui vit dans un environnement, finalement, qui est obésogène, où c'est tellement facile d'être sédentaire, a contribué à développer cette condition-là. Puis ça, c'est le lot de centaines de milliers de Québécois et Québécoises. Alors, il y a quelque chose à faire là, très rapidement, si on le souhaitait. Puis le fait qu'on développe un écosystème apprenant, c'est qu'on pourrait montrer la valeur ajoutée. On ferait des mesures, là. On ne dirait pas à nos autorités de santé, à notre premier ministre ou à Mme McCann, croyez-nous, ça va marcher. Non, on va évaluer en cours de route, puis on va vous montrer la valeur ajoutée de reconfigurer, encore une fois, l'offre de services de santé de proximité. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, bien évidemment, c'est l'éducation. Moi, je crois beaucoup, encore une fois, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un virage très, très robuste. Puis ça, c'est un cliché qui date de civilisation antérieure, d'un esprit sain dans un corps sain. Posons-nous la question, est-ce qu'on veut des têtes pleines dans des corps malades?
ou ce qu'on veut, des esprits saints dans des corps saints. Et pour ça, il faut l'apprendre sur les bancs d'école. Moi, j'ai été profondément frustré que ces bancs d'école universitaire que j'ai appris à quel point l'activité physique. Imaginez le beau cours de biologie humaine que vous pouvez faire au secondaire pour expliquer le fonctionnement du corps humain, puis expliquer à nos jeunes comment, encore une fois, bouger et comment ça va les garder en santé puis en mesure de profiter pleinement de la vie avec des messages ajustés. C'est sûr que tu ne parles pas de maladies chroniques sociétales à des enfants de 14, 15 les rallier ces jeunes-là avec des défis. Puis on a plein, encore une fois, d'histoires autour de défis qu'ont lancé, le grand défi Pierre Lavoie, ne serait-ce que la fameuse course en équipe qui est si populaire, où là, tu déstigmatises. C'est un collectif d'étudiants, alors tu es un petit peu rondelet, t'es pas en forme, mais c'est l'équipe qui t'amène vers quelque chose. Tu sais ce que c'est, Richard, la force d'une équipe, à un moment donné, hein? Le support des pairs, c'est tellement important pour nos adolescents. Alors moi, je pense que le milieu scolaire peut faire évidemment beaucoup. Puis c'est sûr, puis c'est pas le lot des résidents et des étudiants qui participent à l'activité d'aujourd'hui. Vous autres, vous êtes, je parle à des convaincus, là. Mais comme parent aussi, moi j'ai 4 enfants, puis ça, c'est ma raison de vivre. C'est ça qui donne un sens à ma vie. Mais ils ont vu leurs parents être actifs toute leur vie. C'est comme se brosser les dents. C'est une hygiène corporelle absolument nécessaire. Puis c'est pas parce qu'on vit comme des moines, Richard, tu le sais, qu'on est des bons vivants chez les Després. On aime bien la bonne bouffe. On aime bien s'amuser en famille. Mais c'est quand tu as une bonne hygiène de vie que tu peux pleinement profiter de la vie. C'est ce que je souhaite à tous les Québécois. Mais encore une fois, je vais terminer là-dessus. Il y a malheureusement de très, très grandes inégalités sociales en la matière. Ça, c'est bien dommage. C'est une autre chose aussi. On est chanceux de vivre au Québec et non pas aux États-Unis, je vais le dire haut et fort, où là, il y a des gens qui n'ont juste pas les moyens, qui ne peuvent pas aspirer, encore une fois, à une vie heureuse et en santé. Et toi, tu es heureux, Jean-Pierre? Moi, quand j'ai une opportunité comme ça ce matin, là, c'est avec beaucoup d'humilité que je fais ça ce matin, mais parce que j'espère que ceux qui m'auront côtoyé diront que, encore une fois, le jour où je partirai, Jean-Pierre a travaillé de façon honnête, puis il s'est sali les doigts dans le moteur aussi. Moi, je suis un privilégié par la vie. Là. Privilégié. C'est comme ça que tu voudrais qu'on se souvienne de toi? D'un gars on qui a parlait été... à Henry Mintzberg. Joanne questionnait Henry la semaine passée sur comment on voudrait qu'on se souvienne de lui. Il a 80 ans, un des plus célèbres professeurs de l'Université McGill. Position vraiment outside the box sur plein de choses, les façons de gérer, entre autres, le système de santé. Et toi, tu voudrais qu'on se souvienne de toi comme le gars de Montmagny qui... Le petit gars de Montmagny qui a été beaucoup aimé. J'ai eu une chance. Mes parents sont encore vivants. Écoute, je célébrais la fête des pères à distance encore hier avec mon père puis ma mère qui a traversé des problèmes de santé incroyables. Écoute, ils sont encore vivants, là. C'est juste du bonheur, là. J'étais un petit gars de Montmagny puis qui a été beaucoup, beaucoup aimé, qui a reçu beaucoup d'amour, qui en reçoit encore beaucoup de son frère que tu connais bien, Richard, puis de ses 2 sœurs, puis de cette pléiade de petits-enfants qu'on a qui sont une source de fierté puis de bonheur. Fait que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, j'espère que je me fais un devoir d'en donner autant que je peux en retour. Le reste... Bien, de ton temps, avec ton temps, tu nous as donné beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance, de générosité. On est maintenant rendu à une brève période où on ouvre à tout le monde. Malheureusement, le temps s'écoule. Puis, ce que vous pouvez voir, c'est que les résidents posent vraiment des questions de très haut niveau. Puis, encore une fois, la gang, je suis vraiment toujours bien impressionné par vos questions.
C'était tout un privilège dans ce premier stage de leadership. J'aimerais ouvrir aux questions et voir peut-être donner l'opportunité à Mme Sophie Langlois de Radio-Canada Téléjournal de nous poser une question, si ça veut bien. Oui, ça me ferait plaisir. D'abord, je me demandais, comme on est dans une conférence sur la prévention, en quoi une meilleure prévention physique, à la fois des malades et des soignants, ferait une différence ou aurait pu faire une différence dans ce qu'on a connu comme pandémie jusqu'à maintenant, ou pourrait faire une différence dans la gestion de la deuxième vague qui s'en... Ça, c'était une question que j'avais, mais je voulais aussi faire un commentaire comme maman d'un garçon de 14 ans, hyperactif, qui est inscrit et qui s'entraînait depuis le mois de septembre à son école au défi Pierre Lavoie, donc qui s'entraînait à faire du jogging 2 fois par semaine. Et le jogging n'est pas l'amour de sa vie. C'était vraiment par motivation pour vivre la fin, la course en groupe au mois de mai. C'était sa motivation. Il a fait 4 ans de natation, de compétition de natation. Maintenant, il est en compétition de trampoline. Mais la gestion de cette crise-là que personne n'avait vu venir, puis ça, c'est correct, mais on s'est beaucoup occupé des personnes âgées avec raison, trop tardivement, et bon, je ne ferai pas le bilan de ça, mais on a vraiment, je pense que les jeunes ont été les laissés pour compte dans cette gestion de crise-là, et on va être en rattrapage énorme par rapport justement à la motivation de l'exercice physique. Moi, j'ai un garçon qui est pas trop difficile à motiver en temps normal pour faire du sport, mais qui a tout abandonné depuis 4 mois. Il n'y avait rien, j'étais incapable de le motiver parce que quand l'école a arrêté, tout est arrêté. Les gymnases, les piscines, la musique. Alors, ils sont tombés en vacances à tous les niveaux. Ils ont suivi le mot d'ordre du ministre. Et au niveau des adolescents, pas ceux qui ont une motivation interne. Tu sais, il y en a, moi, j'en vois des enfants de mes voisins qui vont aller jogger, même s'ils n'ont pas la motivation du groupe, la motivation du cours, la motivation du coach ou de l'enseignant. Mais mon fils et beaucoup de jeunes ont besoin de cet encadrement-là, ont besoin du groupe, ont besoin de courir avec d'autres, ont besoin d'un club, d'un cours, des deadlines, des échéances. Et en n'ayant pas ça, ils ont tout abandonné depuis 4 mois et reprendre. Alors, tout le travail de sensibilisation à l'importance de l'activité physique qui a été fait auprès de cette population d'adolescents, là, on recule. Là. On a beaucoup, beaucoup reculé. Vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai 4 enfants, puis j'ai 2 jeunes, 2 gars de 12 ans puis 10 ans. La détresse associée à ce qu'ils viennent de vivre, là, c'est énorme. Et encore une fois, ben, on s'occupe beaucoup d'eux, là, mais ça n'enlève pas la crise. Écoutez, là, c'est toute l'identité à 10 ans, 12 ans, là, les pères, tout ça, les amis. Ça a été extrêmement difficile. Alors, on peut s'imaginer dans des milieux où il y a certaines, je dirais, tensions familiales, comment ça a pu avoir des conséquences graves. Je pense que on a aussi des enquêtes. Moi, j'ai une collègue chez nous, le Dr. Annie Leblanc, qui fait une étude, ça fait les médias, qui s'appelle Mavipan. On étudie les conséquences psychologiques de la crise, puis ce qu'elle trouve, là, sans entrer, parce que les données sont en train d'être analysées, là, mais elle trouve exactement ce que vous rapportez, Mme Langlois. Hein. Mais vous savez, maintenant qu'on dit tout ça, moi, comme scientifique, là, dans un premier temps, il fallait connaître, je dirais, la bébite à laquelle on avait affaire. Et on suivait évidemment les scientifiques, on suivait énormément toutes les publications qui émanaient et qui nous ont assez rapidement fait comprendre, OK, voici je dirais, les caractéristiques des patients qui sont vulnérables et qui sont susceptibles de décéder de la COVID-19. Oui, c'est une population qui est âgée, mais c'est une population qui est âgée et où on trouve des maladies chroniques comme
il est bien certain, vous savez, que lorsque vous avez, comme j'expliquais dans les médias, lorsque à 45-50 ans, l'hypertension s'est installée, les problèmes de lipides, de diabète, puis que vous vous retrouvez à un âge avancé, toujours vivant, parce que la médecine, heureusement, vous a gardé vivant, mais vous êtes extrêmement frêle parce que vos reins sont finis, la pompe, le muscle cardiaque est très, très endommagé. Ah bien là, vous avez écouté avec cette insulte virale que vous subissez qui est associée à une inflammation spectaculaire, là, sans aller dans les détails, ben c'est très, très, très difficile. Alors, il est clair que le fait d'avoir un âge avancé, puis de par le fait que vous avez entretenu ça toute votre vie, vous avez investi un peu dans votre régime épargne santé. Je connais des gens de 80 là, qui sont droits comme des chaînes, puis ça marche 2 heures par jour. Des gens mais qui l'ont été toute leur vie. Alors, c'est clair qu'à un moment donné, vous êtes à un âge très, très avancé, tu es très, très fragile. Une insulte virale comme celle-là, ça va être très difficile d'en survivre. Mais au-delà des enjeux, des endroits où sont logés ces patients-là qui sont décédés, ça c'est une autre question pour laquelle il y a des experts qui se penchent là-dessus. C'est clair qu'un peuple, si on postulait qu'on avait un peuple actif physiquement, qui mange raisonnablement bien avec donc des gens qui sont dans la fourchette avancée de l'âge, mais dont, encore une fois, les systèmes sont encore relativement bien fonctionnels, bien, ces gens-là sont moins vulnérables à cette tempête virale qu'on a subie là, depuis quelques mois. Puis ça, la littérature est assez claire là-dessus. Là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Jean-Pierre, j'espère que tu es à la table des décideurs avec M. Arruda, puis je veux dire, là, on vient de changer de ministre de la Santé, et puis le premier ministre, pour préparer la prochaine vague par rapport à l'activité physique, parce que c'est un élément assez critique, là. Les gymnases, ils viennent d'ouvrir. Bon, c'est sûr que c'est délicat. On voit beaucoup de créativité sur comment ouvrir les gymnases, mais tout ce ballon entre l'impact de l'activité physique puis versus le risque de transmission est important. Puis est important. J'espère juste que tu vas avoir ta place à cette table-là avec les données de Mavipan pour pouvoir amener ça très rapidement pour la deuxième vague. Ce qu'on formule comme vœu, Richard, encore une fois, là, pouvons-nous être en mesure au Québec d'établir une conversation permanente? Puis Jean-Pierre Depré, ce n'est qu'une petite voix parmi, encore une fois, un collectif d'experts, une belle expertise collective qu'on a au Québec. Pouvons-nous mettre en place des mécanismes? Puis je n'irai pas dans les détails parce qu'il y a des dysfonctionnalités dans le système où, encore une fois, un beau collectif d'experts pourrait entretenir, encore une fois, un dialogue constant avec nos élus pour bâtir ce que j'appelle, moi, le projet de société du Québec de demain, parce qu'il y a du travail. Là. Il y a du travail bien au-delà d'un ministère de gestion de la maladie, puis je le dis avec beaucoup d'humilité et de respect, mais c'est un ministère de gestion de la maladie. Tout à fait. Madame Langlois, je ne sais pas si vous avez une autre question. Je vais juste pour vous expliquer, tu sais, on s'est parlé par courriel je pense, vendredi, puis on vous a invité pour vous donner un exemple, finalement, d'une des formations sous forme d'entrevue. On appelle ça les grandes entrevues. Oui. On en est à notre 5e là, dans les 3 dernières semaines. Et donc, on parle de différents sujets, la créativité, du leadership, de la santé bien-être, de la pandémie. Donc, on a eu des personnes et de la médecine rurale, des speakers, si on veut, qui ont touché les différents exemples. Aujourd'hui, avec Jean-Pierre, on a parlé de pandémie, de leadership. On a parlé de bonheur aussi, donc le bien-être, l'activité physique. Vous voyez un exemple, vous avez pu entendre les questions de nos résidents, mais ils font beaucoup d'autres choses en dehors de tout ça. Avez-vous une autre question, soit par rapport au Living Lab, ou une question aux résidents aussi, par rapport à ça? Parce qu'on vous a embarqué on vous a offert de participer à cet aspect-là, mais c'est une conférence quand même, une entrevue. Puis en fait, ces entrevues-là ne sont pas planifiées vraiment d'avance. Quelques jours d'avance, puis on ne veut pas que les gens préparent quelque chose. Donc, on veut leur poser des questions, on explique un peu le ton. On veut que les gens perdent du cœur. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu sur le projet que vous préparez dans Charlevoix?
Oui, tout à fait. Peut-être que les résidents pourraient répondre à cette question-là. Oui, mais je sais Fait que pas. là, y a-t-il quelqu'un qui veut décrire, y a-t-il quelqu'un qui veut décrire d'abord c'est quoi le projet de Living Lab brièvement et qu'est-ce qu'ils ont retenu de ça au cours des dernières semaines? C'est quoi un Living Lab? C'est quoi le projet de Charlevoix? Qui veut répondre? Ben, je peux me lancer de mon mieux, là. En fait, le Living Lab, pour de la façon que je le vois, moi, c'est un lieu, ben non, on aurait dit physique, mais là, c'est un lieu virtuel où on échange, puis on se pose des questions sur comment on peut travailler tout le monde ensemble. Donc, de collaboration, là, je dirais, entre différents professionnels de la santé, différents leaders, artistes, redonner à la communauté, en écoute à la communauté, puis réagir rapidement aux besoins, puis créer un nouvel espace de réflexion. Bref, si je veux résumer en quelques mots là, la façon que je le vis. Puis pour moi, puis en fait, ce qu'on a vécu là, dans les débuts, ça amène vraiment à réfléchir sur notre processus de réflexion. Comment on pense à amener des nouvelles idées, comment on veut établir des nouveaux projets. Puis, un peu dans l'aspect je pense qu'il était au cœur de ce projet-là, c'était le design thinking. Là. Comment réfléchir ensemble pour la personne à qui on veut amener une intervention pour que cette intervention-là ait du sens selon les moyens disponibles. C'est un peu des termes vagues pour décrire une chose qui se passe concrètement dans notre projet. Puis moi, plus personnellement, là, comme j'avais identifié qu'une des problématiques là, en région, oui, à Baie-Saint-Paul, mais dans plusieurs autres régions du Québec. Parce que, autre petite parenthèse, l'idée de ce Living Lab-là, c'est de se dire, est-ce que le fait de le faire ici à Baie-Saint-Paul, on pourrait trouver des choses qui pourraient s'exporter ailleurs dans d'autres régions puis faire en sorte que ça aiderait ces autres régions-là aussi. Donc, moi, la problématique que j'avais identifiée, c'était la rétention puis le recrutement de l'effectif médical en région. Parce qu'une fois que les médecins arrivent là, est-ce qu'ils ont envie de rester là ou ils vont juste là pour faire du temps puis retourner dans un autre milieu? Donc, moi, c'est le projet sur lequel je m'intéressais. Puis comment, au fait, on peut créer un sentiment de communauté chez les médecins qui fait en sorte qu'ils ont envie de s'occuper de leur population dans leur territoire. Puis qui fait en sorte qu'ils ont envie de rester là aussi pour s'occuper de leur population. Et par rapport à la pandémie, est-ce que le Living Lab est en train de réfléchir à comment on va réagir à une éclosion à Baie-Saint-Paul s'il y en avait une à l'hôpital? Ou concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se planifier à l'intérieur de ce Living Lab-là pour la deuxième vague? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on s'est dit, d'abord, on a identifié les régions rurales comme étant potentiellement vulnérables avec la venue de vagues de touristes. Évidemment, les routes ont été fermées, les gens ont été protégés. Ça crée aussi un sentiment, peut-être un faux sentiment de sécurité auprès de la population. Donc, on y réfléchit à plusieurs égards. Un, avec Dr. Liu, puis aussi nos étudiants. On a des étudiants de bac aussi qui sont en soutien à nous cet été. On a réfléchi à ça serait quoi comme, on appelle ça le projet Gold Standard. Donc, c'est quoi je sais pas, on dit étalon d'or. Ça serait quoi les meilleures façons de protéger la population de Charlevoix d'une autre vague ou d'une autre éclosion? Fait qu'on réfléchit à le port du masque, le testing potentiel plus massif de la région. C'est quoi est-ce qu'on met des personnes dans l'hôpital ou dans un CHSLD pour surveiller comment on met l'équipement de protection? Est-ce qu'on peut conseiller au niveau justement de l'équipement de protection? Est-ce que l'accès à ça est adéquat? Et donc, on réfléchit à ça. Donc, on a préparé un document, puis on a travaillé aussi en étant pour parler avec Dr. Desbiens, le directeur de la santé publique.
On attend des rencontres bientôt pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec Dr. Liu et la santé publique, à savoir comment on va s'impliquer dans ce dossier-là. Mais il y a une de nos résidentes, Isabelle Lavallée, qui a un projet justement en particulier de leadership sur les masques. Isabelle, veux-tu nous dire ce que tu fais? Ben oui, justement, nous, en fait, moi, avec mon projet puis toute mon équipe ici avec le Living Lab, je me suis surtout intéressée au port du masque, donc à la sensibilisation au port du masque puis comment le rendre plus populaire. Plus concrètement, ça les décideurs, les artistes, les citoyens. On a établi quelques projets, dont un qui est en impliquant les artistes, de faire, ultimement, c'est créer un événement où les artistes de la communauté vont pouvoir peindre les masques dans le but de rendre le masque vraiment plus populaire, une chose courante, puis de ne pas se faire regarder tout croche quand on porte le masque, là, comme ça pourrait être le cas actuellement, là. Fait que c'est un des projets qu'on met de l'avant. Un autre, c'est ça, avec les personnes qui ont de l'influence ici, c'est de mettre des photos de ces gens-là pour, encore une fois, sensibiliser la population générale au port du masque. Là, vraiment mettre cette idée-là de l'avant que c'est comme ça, tous ensemble, qu'on va mieux se protéger puis qu'on va passer au travers l'épidémie puis les prochaines vagues s'il y en a. Okay. Et ça, est-ce que c'est déjà en marche ou c'est en préparation? La campagne de oui, sensibilisation? c'est ça. Exact, c'est en préparation, là, c'est en cours de route. OK. Et vous avez déjà identifié des personnalités connues qui peuvent influencer l'opinion publique? Exact, des personnalités connues de la région. OK. Puis ils embarquent? Oui, tout à fait. La réponse est vraiment excellente. Les gens se sont motivés puis ils ont à cœur le même message. Donc, c'est vraiment tout le monde agit dans la même idée. Puis, ouais, on a une belle collaboration de tout le monde. OK. Puis, est-ce que c'est le plan éventuellement vous dites que vous êtes en discussion avec le docteur Desbiens, c'est ça? Monsieur Fleet, docteur Desbiens? Oui. Le directeur de la santé publique dans Charlevoix? En fait, de Capitale Nationale. Capitale Nationale, okay, Charlevoix fait partie de Capitale Nationale, oui. Ouais, okay. Le docteur Desbiens est intéressé à... En fait, c'est juste, je pense qu'ils ont manqué un peu de temps pour qu'on se réunisse, mais ils sont au courant de nos réflexions par rapport à la création d'un environnement particulier pour les régions qui pourrait servir de modèle. Alors, ce qu'on nous a dit dans leur équipe, c'est que les modèles présentement de transmission, de propagation, n'inclut pas justement les régions rurales et finalement tous les modèles de comment ça pourrait se développer. Cette pandémie-là n'inclut pas le facteur tourisme dans les régions rurales. Alors, ils sont vraiment intéressés de voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour prévenir les éclosions de ce côté-là. Et donc, est-ce qu'il y a des plans d'intervention si une éclosion survient dans un CHSLD ou une résidence personnes âgées ou un CPE, une garderie, un camp de jour qui sont maintenant ouverts en termes d'isolation, dépistage, zone rouge, zone verte, les circuits de patients, comme vous disiez, des coachs dans les établissements pour s'assurer que les gens portent l'équipement correctement, l'enlèvent correctement. Tout ça, est-ce que c'est dans votre plan ou c'est en élaboration? En fait, ces aspects-là font partie le plus probablement de plans standards de gestion d'éclosion dans les établissements que vous avez nommés. Nous, ce qu'on veut, c'est d'amener un autre élément. Donc, est-ce que on devrait tester plus massivement, rigoureusement et de façon répétée les professionnels de la santé? Est-ce qu'on devrait intervenir auprès des touristes qui arrivent dans les régions? Comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser encore plus au port du masque, comme on a dit? Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter déjà aux mesures qui sont déjà en place de façon standard dans les régions? Mais surtout voir, est-ce qu'il n'y a pas un impact de faire ça? Est-ce que ça fonctionne à petite échelle? Parce que le but du Living Lab, c'est à petite échelle, c'est plus gérable, les gens se connaissent plus. Et est-ce que ça peut se transférer aux autres? Fait que, est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient des questions pour Dr. Després maintenant? Je m'excuse de Mme Langlois. Ça me ferait plaisir de vous parler aussi dans un autre oui, il n'y a pas de problème. Mais Richard, peut-être juste un commentaire pour Mme Langlois en rapport avec
Vous savez, on parle beaucoup, évidemment, il y a une crise qu'on traverse, mais on a aussi besoin de bâtir la société de demain. Et il y a beaucoup de discussions, sans aller dans les détails en ce moment. Il y a beaucoup de discussions, sans vous révéler des choses qui sont en tractation là, pour bâtir, encore une fois, ce qu'on appelle, nous, des écosystèmes apprenants. Là, à un moment donné, il va falloir baser des décisions éclairées sur la connaissance d'environnement. Quand je parle d'environnement, là, c'est une connaissance complète. Alors, dans la grande région de Québec, incluant le milieu rural, on a un écosystème apprenant en santé. J'ai investi beaucoup d'argent qui implique tous les partenaires de la grande région de Québec. Et sans aller dans les détails, en ce moment, il y a énormément de discussions, de tractations. Puis ça inclut, encore une fois, le Living Lab de Baie-Saint-Paul pour qu'on se configure un environnement apprenant où on va être capable de suivre, finalement, la population dans le temps. Puis, donc, en fonction des interventions, tu es en mesure d'apporter des correctifs parce qu'on va avoir une décision éclairée, là. Vous le savez, ça a fait les manchettes à un moment donné. L'information qui est transmise par fax en 2020, là, peut-être qu'on a besoin de quelque chose d'un peu plus sophistiqué que ça, là, comme environnement qui va nous permettre de colliger rapidement de l'information puis de prendre des décisions éclairées. Je n'irai pas plus loin, mais juste vous dire que on a besoin aussi une fois que ça va se terminer, cette affaire-là, on ne peut pas dire on retourne à la case départ puis on fait comme on a fait avant, là. On a besoin de bâtir une société apprenante. Merci, Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre question, une question pour Dr. Després? Jean-Paul? C'est beau. OK. Oui, donc, je voulais d'abord te remercier, Jean-Pierre. C'est toujours fascinant de t'entendre. C'est mon patron du côté scientifique, alors j'ai la chance de pouvoir l'entendre. Je n'ai pas la prétention d'être le patron du docteur Jean-Paul Fortin. Je n'ai pas cette prétention-là, mais j'ai le plaisir de travailler avec lui. En tout cas, c'est un méchant modèle de rôle, je peux te dire. Alors, je voulais juste soulever, il y a un angle mort là, qui a lieu, qui existe actuellement. Puis je dirais pour Mme Langlois, tout ce qu'elle a dit, je suis à l'aise avec ça, qui s'applique aux jeunes, puis j'ai des jeunes aussi, puis ça. Mais je le sentais que ça s'appliquait aussi à une cohorte qui était moins visible actuellement, puis qui vivait des moments difficiles, puis qui allait avoir beaucoup de difficultés aussi à redémarrer. J'appelle ça la cohorte des confinés. Les confinés, je parle des gens, moi j'en fais partie, là. Ça fait 3 mois et demi que je suis pris dans mon sous-sol. Moi, je vivais avec la piscine pour m'aider 3 fois par semaine à essayer d'être en forme, plus prendre des contacts. Heureusement que j'ai Vitam, heureusement que j'ai Richard qui m'accepte dans son aéropage, heureusement que j'ai Hassan Alami avec qui je peux placoter presque à toutes les semaines pour régler les problèmes du monde. Donc, mais à quelque part, ce groupe-là, je peux vous dire que c'est vraiment épuisant de vivre 3 mois et demi sans avoir cette stimulus, cette capacité d'avancer. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vivent un moment qui va être dur à redémarrer en termes de se remettre en forme, se remotiver, puis se redynamiser. Y a-t-il quelque chose qui est prévisible là, par rapport à Vitam, par exemple, pour dire ce groupe-là, on va faire quelque chose aussi pour s'assurer qu'il ne sera pas toujours dans l'angle mort, puis qu'ils vont pouvoir redémarrer une vie un peu plus dynamique? Sans aller dans les détails, parce que les analyses sont en cours, mais le docteur Annie Leblanc, qui est l'investigatrice principale de l'étude Mavipan, te dirait, Jean-Paul, qu'effectivement, ce qu'on a appris du segment âgé de la population, ça les énerve pas mal moins qu'on pense, cette crise-là. C'est un peu comme si vous ne nous avez pas demandé notre opinion là, de nous confiner. On en a vu d'autres dans la vie, là. Puis c'est ça qui est un petit peu... c'est pour ça qu'encore une fois, si on avait un écosystème apprenant, un véritable... Je m'excuse d'utiliser l'anglicisme, c'est l'image toujours que j'ai à l'esprit, un dashboard vraiment complet, où on a appris des choses, puis on apprend des choses, à un moment donné, peut-être qu'il y a des confinements à faire, mais là, ça a été... on a passé à gratte là, d'une façon peut-être un peu en utilisant l'âge comme le critère.
Puis vous l'avez vu, hein, ça a stigmatisé certaines personnes, puis c'est bien dommage, mais peut-être que ça aurait été important de leur demander leur opinion sur la chose. Quelque part, c'est un peu comme la décision partagée, hein, le concept de décision partagée que notre collègue France Légaré parle beaucoup. Est-ce qu'on aurait pu, ou du moins dans la deuxième vague, de considérer l'opinion des personnes seniors pour dire, tu sais, écoute, voici les risques, hein, mais si, tu sais... Le docteur Liu, à cet effet, là, lors de son entretien, a fait des témoignages très, très émouvants et éloquents là-dessus. Là. À un moment donné, c'est une personne de 98 ans ou 95 ans ou 90 ans, peu importe, qui va mourir toute seule. D'ailleurs, docteur Liu, vous aviez la main levée, Joanne? Oui, merci, Eric. Oui, docteur Després, moi, c'était plus parce que... C'est Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre, s'il vous plaît. Le petit gars de Montmagny. J'espère que vous avez retenu ça de l'entretien. Ah oui, OK, c'est bon. Montmagny, oui. Moi, ce qui m'interpelle par rapport à ça, puis de façon générale, c'est que je trouve que quand on regarde nos politiques là, à l'échelle macro, c'est qu'on est rarement capable de faire passer des politiques de prévention de façon générale. Vous qui avez dédié votre vie à ça, donnez-nous des perles pour que la prochaine génération de résidents réussisse à mieux, pas à mieux parce que c'est tellement difficile, mais à pouvoir trouver une façon de faire pénétrer que la prévention au bout de la ligne, là, ça coûte moins cher, ça casse moins de peau, puis tout le monde est gagnant. Je veux dire, la pandémie qu'on a aujourd'hui, ça fait, moi, plus de 10 ans que je dis que ça va arriver, pas juste moi, mais un paquet de gens. Puis tout le monde disait, on est prêt, puis on est effectivement pas du tout prêt. La santé, c'est la même chose. Les gens pensent qu'ils prennent une pilule puis ils peuvent se réparer avec une statine. Bref, c'est quoi vos messages, là, plus de 35 ans de carrière, de dire, en prévention, là, c'est là qu'il faut jouer. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, je suis partie de la génération qui avait à la télé l'annonce, tac, 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 viens jouer dehors. Comment ça qu'on n'en a plus de ces annonces-là? Comment ça que c'est... Et moi, je me dis que la prévention, c'est un bien meilleur placement que ramasser des pots cassés. Comment on fait pour faire passer ça au niveau politique à nos dirigeants? Ah, vous avez parfaitement raison. Des collègues de santé publique me disent, tu sais, Jean-Pierre, le message que tu véhicules, on le répète depuis 30-35 ans. Ben oui, mais le fond de l'histoire, là, Dr. Liu, c'est exactement le point que vous suivez. C'est quoi les perles, là, à un moment donné, pour convaincre, encore une fois, nos élus? Parce que le mot prévention, ça marche pas. Alors que, moi, je me dis toujours, si on était capable de faire, dans un premier temps, là, parce que c'est sûr qu'au niveau de la santé des populations, changer les environnements, c'est long, puis c'est pas politiquement payant, mais quelque chose qui serait politiquement payant, là, faire de ce que j'appelle moi, du lifestyle medicine en soins primaires, en 1 an, Dr. Liu, en 1 an, là, si on nous permet, parce qu'on l'a vu, nous, avec les 6000 travailleurs chez lesquels on est intervenu en entreprise avec l'unité mobile, 4 cm de réduction de tour de taille, on baisse les tensions artérielles comme si on lui donnait 2 médicaments, on en a qu'on sort du diabète, mais c'est ça, on a fait ça auprès de 6000 travailleurs dans le milieu de travail, mais déjà, si au niveau des soins et services de proximité, donc nos médecins de famille, si on était capable déjà de montrer la valeur ajoutée, bien là, le retour serait fait plus rapidement, parce que la prévention, c'est ça. C'est toujours ce qu'on a entendu, ça prend 10-15 ans avant qu'on en voit les bénéfices. Je vous parle de l'approche classique, là, de dire on va changer les environnements, puis là, les gens, ça va leur permettre d'adopter ça au niveau politique. Le constat est fait 35 ans plus tard, là. Ça n'a pas d'impact. Non, ça ne pogne pas parce que on a déjà changé de gouvernement. Et vous voyez, l'ancien ministre de gestion de la maladie, en réponse à ça, a diminué les budgets de la santé publique de près de 30 %. L'ancien, on ne le nommera pas. Et vous voyez maintenant, on recueille les pots cassés de ça un peu aussi. Alors, les budgets sont même pas là pour gérer en ce moment ce qui se passe de façon adéquate. Bien dommage. Est-ce que, Jean-Pierre, là, vraiment, on t'a tenu vraiment une demi-heure, passer le temps que tu nous avais accordé.
Je vous dirais que c'est vraiment très généreux de ta part. Puis merci beaucoup à tout le monde pour vos questions. Je pense qu'on en apprend toujours sur le sujet, puis on en apprend toujours sur toi, Jean-Pierre. Merci beaucoup de ton leadership. Et nous, il faut se parler tout de suite après dans un autre. On va se parler, Jean-Pierre, mais merci à vous tous encore d'être là. Et puis, pour les résidents, donc on va vous donner des nouvelles sur la prochaine grande entrevue. On a Vincent qui termine son stage aujourd'hui parce qu'il y avait quelques jours de vacances à rattraper. Fait qu'on en profite pendant qu'on est tous ensemble, Vincent, pour te dire merci pour tout ce que tu fais. Et je sais que tu as déjà beaucoup de plans, tu as travaillé très fort, puis tu as déjà commencé à parler aux autres du stage. Je pense qu'on va te laisser le mot de la fin. C'est gentil, merci Richard. En fait, merci beaucoup, Dr. Després. Je pense que vous êtes clairement un modèle. Moi, ça me rejoint particulièrement là, pour tout ce qui est de l'activité physique. Je suis déjà un vendu, comme vous le dites. Puis je pense que le message fort, c'est de s'assurer qu'on est capable de discuter avec nos patients, de discuter avec la population sur un même niveau qu'eux pour s'assurer qu'eux aussi y aient cherché cette fibre-là, puis que tous vos travaux puissent être mis à l'escient pour le bien-être de notre population. Là. Puis je pense que ça va être un travail de longue haleine, puis c'est un travail d'une vie pour 100% des professionnels de la santé là, autour de nous. Merci beaucoup, là, c'était super apprécié. Merci beaucoup. Écoutez, vous êtes une source d'inspiration. Vous êtes jeune et brillant. Ne sous-estimez pas votre poids politique. Merci beaucoup, Dr. Després.